Bonjour et bienvenue dans l'émission Humanitaire. C'est la rubrique Comment se relier à soi. Voilà, ou alors peut-être que vous êtes déjà dans l'émission qui a démarré avec les Belles du bien-être, parce que c'est une émission longue aussi. Là, on est dans la partie Se relier à soi. Aujourd'hui, je reçois Aurélie Dorel. Bonjour Aurélie. Bonjour Laurent. Merci d'être là. D'être venu d'avoir répondu à mon invitation. Je vais te présenter justement parce que tu es là pour parler de ton livre qui s'appelle Un amour véritable. Donc je peux vous montrer à l'écran, mais vous allez voir aussi la couverture à l'écran, aux éditions d'Angle. Et je trouvais vraiment très intéressant en fait la façon dont tu l'as écrit, approché, donc tu vas nous raconter un peu tout ça. Ok. Mais déjà, avant de démarrer, pour te présenter, donc tu es thérapeute, autrice et conférencière autour de ce sujet-là, entre autres. Les blessures affectives, la dimension affective de l'individu. Voilà, et tu t'intéresses vraiment à la réalité affective des individus et tu t'es formé justement tu t'es spécialisé même à la guérison de l'enfant intérieur, parce qu'il y a sûrement un lien entre la réalité affective et l'enfant intérieur. Ouais. C'est la symbolique, l'enfant intérieur, de la réalité affective. Je pars du principe, moi je suis arrivée à ce concept-là. Au départ, j'étais en formation universitaire en psychologie cognitive et je travaillais notamment en recherche avec un paradigme qui est connu en psychologie sur les processus duels et qui dit que l'individu en situation de choix est toujours en double voie. On appelle ça la voie 1 et la voie 2. La voie 1, c'est la voie rapide, automatique, instinctive, et la voie 2, c'est la voie qui fait appel au préfrontal, plutôt intellectuel, réfléchi. Et après, on met des théories pour expliquer la voie 1 et la voie 2, parce qu'on essaye de comprendre en situation comment les individus choisissent. Et donc moi, je travaillais dans ce paradigme-là sur un sujet de thèse, et la voie 2 était représentée par un chercheur avec lequel je travaillais qui était dans le domaine de l'éthique. Donc l'éthique, c'est des choix. On fait des choix intellectuels avec nos valeurs, etc. Voilà. Et l'autre était orientée théorie évolutive. Et là, donc, c'est vraiment la voie de l'instinct, de la survie, et donc de la peur, de la mort, etc. Et donc, les deux avaient leur théorie, et moi, j'essayais de faire le lien sur mon sujet de recherche, qui était l'utilisation de l'image de la femme dans la publicité. En recherche, on est toujours sur des thèmes très précis. Oui, parce que c'était une recherche en lien avec tes études qui étaient sur la compréhension des mécanismes mentaux. Oui, voilà, c'est ça l'idée. Ouais, en fait, là, c'était la psychologie cognitive, c'est la compréhension des mécanismes. En fait, c'est comment on réfléchit, comment on pense, c'est de comprendre ça. Et c'est ça qui t'a amené à faire la thèse sur la recherche de l'infectacité pour comprendre les choix qu'on faisait, s'ils étaient instinctifs ou s'ils étaient... Et en fait, moi, c'était mon choix de... C'était comme ça que j'étais rentrée à l'université avec ce projet de recherche, parce que je venais du marketing à la base. Et effectivement, j'avais... L'élan, alors il date de la naissance de mon fils, de l'arrivée de mon fils, où je me baladais avec mon fils dans la rue et je voyais des photos de femmes très objectivées, très sexualisées, à hauteur des 1 an et demi ou des 2 ans de mon fils. Je me disais, mais comment je peux expliquer à mon fils le respect de la femme, etc., quand lui, il baigne dans une ambiance où la femme est un objet assez vulgaire, pour le coup, en plus. Et donc, j'en avais assez qu'on utilise l'image de la femme comme ça. En tout cas, ce côté femme-objet, c'est quand même quelque chose qui est très récurrent dans mon besoin de faire évoluer les choses. Et donc, voilà, ça, c'était l'origine de mon besoin de recherche. En fait. C'est intéressant parce que, en fait, là, c'est intéressant que tu me parles un peu de la genèse parce qu'on va comprendre pourquoi vers un amour véritable. Là, c'était vraiment loin. Mais oui, c'est hyper intéressant parce que c'est comme tu dis, c'est que où est l'amour véritable si en fait on nous donne des injonctions en fait de femmes, de machins, de trucs alors qu'on n'en a pas envie au fond, mais comme ça touche notre cerveau reptilien ou je sais pas quoi, on réagit. On réagit finalement à la question. J'ai peur. Voilà, la manipulation, c'est appuyer sur les zones d'ombre en fait des gens, et comme ça ils ne peuvent pas agir en conscience, ils agissent par réaction. Et donc voilà, c'est tous ces trucs-là que j'avais envie moi d'apporter ma graine et d'essayer de trouver des notions d'évolution en fait. Hein. Surtout qu'on ça veut dire que on parlait de conditionnement dans le début de l'édito là, c'est ça quelque part, c'est quelque part aller vers un amour véritable, c'est apprendre ça pour essayer de sortir des conditionnements.
Ah oui, 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 après, le chemin, c'est ça, effectivement. C'est le chemin qui va amener à pouvoir être aligné à soi. Et quand on est aligné à soi, c'est tête, cœur, corps, en fait. Donc, effectivement. Et dans la dimension affective, en psychologie, elle est très peu abordée de manière directe. Les premières recherches sur les émotions, c'est début des années 2000, en fait. La psychologie, c'est très analytique. Et même les affects, parce que justement, il y a ce que j'entendais à la conférence, les affects sont plutôt mal perçus. Et moi, je prends le parti pris, justement, d'aller chercher, sur mon site internet, c'est Le cœur a ses raisons que l'on comprend de mieux en mieux. Parce que pour moi, la mécanique de l'affect, donc de l'émotion et du cœur, elle est logique aussi. Mais juste que c'est pas la même logique que la mécanique intellectuelle. Et donc, moi, j'ai vraiment essayé, dans mes recherches, d'essayer de comprendre comment ça marchait l'affect, en fait, et comment le sublimer et pas le subir. Parce que aujourd'hui, comme on est tous plus ou moins blessés, parce qu'on a un monde qui est très violent dans le domaine de l'affect, en fait, on manque de connaissances, il y a des pratiques, même dans l'éducation, qui sont violentes pour l'individu. Et donc, on est tous dans nos blessures et donc on transmet nos blessures, etc. Et comprendre comment ça marche et l'expliquer, ça me semble être un moyen de faire évoluer tout le monde vers un mieux-être, d'ailleurs, vers un mieux-être individuel et collectif. Et justement, en fait, moi j'ai pris plein de notes, j'ai trouvé très profond. Alors, je t'avoue qu'au départ, quand je l'ai reçu, je me suis dit, vers un amour véritable. Bon, moi je dis, ça fait 30 ans que je suis dans le domaine, en fait... je me suis dit, pourquoi pas, je vais voir. C'est presque des mots que j'ai entendus. C'est clair. Tu vois, et donc je me dis, pourquoi pas. Je le reçois, et je m'y suis dedans, je fais, ah ouais. Mais c'est intéressant parce que je trouve que ça porte quelque chose que j'ai pas vu jusqu'à présent. Il y a vraiment une profondeur, il y a vraiment, en fait, comme tu dis, où tu parlais de dualité, bon, j'ai noté plein de trucs, mais on va aller voir. Mais quelque part, à qui ça s'adresse aujourd'hui? Si on peut dire, ça s'adresse à quelqu'un, vers un amour véritable, tu es avec qui? Alors, le titre, c'est vrai qu'il est générique, mais mon positionnement était déjà un peu compliqué parce que dans ma compréhension des choses, je parle aussi d'âme. Je parle donc de l'enfant intérieur, de l'affect, de l'âme, parce que tout ça fait partie pour moi de cette voie 1, on va dire. Et je suis psychologue. Mais donc, mon positionnement même sur le marché, c'est pas évident. Donc, à la FNAC, je suis classée en psychologie. Est-ce que c'est du développement personnel? Moi, je me sens plus comme psychologue, mais la psychologie, à l'origine, c'est l'étude de l'âme. Et pour moi, l'âme est une dimension qui est incarnée dans le corps, qui est justement, à travers la compréhension de notre dimension affective, on capte à terme comment le chemin de notre âme. C'est complètement, et c'est pragmatique. Je suis pas du tout, moi je suis quelqu'un de très pragmatique. Et il faut toujours vérifier par l'expérience. C'est ma formation de psychologue empirique, en fait. Donc, je sais pas, j'ai pas répondu à ta question. Si, mais en fait, à qui à qui ça s'adresse? À tout le monde. À tout le monde, ouais. Tout le monde qui a une souffrance de... Mais même pas. En fait, dans notre quotidien, on est tous en train de fonctionner avec notre affect, qu'on le veuille ou pas. Ceux qui sont dans le refoulement et qui disent qu'ils sont que dans l'intellect, c'est une manière aussi de fonctionner avec l'affect, justement, en faisant fi d'une part d'eux-mêmes. Mais du coup, ça induit une dimension relationnelle à l'autre aussi. Donc, l'affect, c'est la relation. Quand on parle de réalité affective, on parle de lien, on parle de relation. Et donc, ça s'adresse à tout le monde. Et c'est vraiment essayer de comprendre presque scientifiquement, mais avec pas une science objective, une science de l'humain, en fait. Comment ça marche, la relation, la connexion. C'est ça, l'affect. L'affect, c'est tout ce qui est vibratoire, en fait. Et après, il y a l'intellect, la dimension intellectuelle, où on va la volonté, l'attention, tout ça. Mais voilà, moi, je mets en perspective les deux. Donc, ça s'adresse à tout le monde de comprendre dans cette situation, avec quoi je fonctionne. Avec ma tête, avec mon cœur, avec mon corps. Ouais, c'est là où, en fait, il faut comprendre. Voilà. Il faut le comprendre. C'est pour ça que justement, en fait, je me dis que ce livre, il est pas intellectuel. Pourtant, je le sens plus dans le cœur que dans l'intellect. Mais pourtant, tu expliques les choses avec l'intellect. Mais est-ce que c'est clair ce que je dis? Oui, ben ouais. Tu vois? Oui, parce qu'à la base, je suis quelqu'un de très intellectuel, à la base plutôt, et passionné même par cette dimension, c'est la réflexion. Et en fait, par contre, quand j'ai voulu écrire, mon gros travail même de réécriture a été de rendre le message fluide et d'essayer de toucher les cœurs, effectivement, d'essayer et je le dis à un moment donné, même si j'ai un bagage intellectuel,
j'ai envie de toucher au niveau justement de l'affect et du cœur et de faire prendre conscience que cette réalité-là, elle existe et qu'elle peut être améliorée aussi, qu'elle peut être que ce qu'on n'avait pas. C'est pas la peine de la mettre de la côté, d'essayer de la contrôler ou autre, qu'on peut rentrer dedans et l'améliorer en conscience, en thérapie, en guérissant ses blessures. Mais justement, quand on n'est pas, justement pour voir comment ça peut parler aux personnes aussi là, quand on n'est pas dans un amour véritable, qu'est-ce qui se passe? Alors, Vers un amour véritable, c'est le titre qu'a proposé la maison d'édition. Et c'est vrai qu'au fond, dans mon discours, on tend vers. Je souhaite tendre vers ça, mais c'est tendre vers. Ouais, c'est pas y être. Voilà, non, c'est pas y être. Et déjà, être dans la dimension de la relation vraiment à quelqu'un, déjà, c'est pas mal dans notre monde. Ah oui, c'est clair, c'est beaucoup. C'est déjà beaucoup. Parce qu'en fait, on est assez appauvris aujourd'hui dans le lien. Il y a peu de gens qui sont dans ce contact-là, dans la relation. Et dès qu'on en rencontre, on est là, on se sent nourri, on ça va mieux, énergétiquement, c'est plus confortable. Et la plupart, c'est coupé, c'est... Donc... C'est un peu ce qui s'est passé entre rencontres, quelque part. Donc, je sais pas, on se connaissait pas, je trouve qu'on a eu... il y avait... Moi, c'est un coup de bien, ouais. Il y a eu le cœur ouvert, voilà, un peu dans nos rencontres, des personnes qui sont là aussi. Des fois, quand il y a ces rencontres-là, on sent quand on est avec le cœur et quand c'est l'intellect. Après, c'est même c'est même quand je suis dans les conférences, je conclue un peu comme ça. Je pense qu'il faut faire vraiment la distinction. Il faut déjà commencer à apprendre à repérer qui est dans le cœur et qui l'est pas. Mais pour de vrai, c'est pas une discours. C'est pas moi, je suis dans le cœur, etc. Parce que qui est dans le cœur, on le sent en fait. C'est pas une question on l'entend. Ça se sent énergétiquement. Donc cette conscience énergétique déjà, c'est important que ça devienne une partie de notre vie. L'énergétique, c'est pas si compliqué à appréhender en vrai. Et c'est juste du ressenti. Mais comme c'est un domaine qu'on met un peu de côté ou qu'on accorde à l'ésotérisme ou autre, mais en fait, c'est quelque chose de très concret et matériel pour moi, l'énergétique. Donc, voilà. Donc déjà, apprendre à repérer à qui on a affaire. Est-ce que c'est quelqu'un qu'est-ce qui se passe énergétiquement quand on est en contact avec quelqu'un? Et déjà, là, ça permet de se situer. Parce qu'il y a des gens qui, spontanément, sont dans le don de leur énergie. De leur énergie. Faut aller trop, des fois, c'est pour aller, des fois, non? Comment? Une fois trop. Sûrement trop, parce que c'est souvent des gens qui ont eu un manque, qui donnent d'amour et qui cherchent de l'amour du coup à l'extérieur, etc. en permanence et qui donnent en essayant de déclencher des déclics. Mais ces gens-là, s'ils sont pas conscients, s'ils ont le cœur ouvert, mais s'ils n'ont pas le cœur conscient, ils vont malheureusement être basculés souvent dans le côté de l'abuseur. Et ceux qui ont le cœur fermé et qui ont quelque part besoin de l'énergie de vie des autres, pour vivre, parce que cette énergie de vie, d'amour et de vie, c'est la même chose pour moi. C'est tout ce qui est énergétique, en fait. On en a besoin pour vivre en tant qu'être humain. D'ailleurs, et c'est l'affect, moi je parle d'affect, là. Un enfant tout petit, qui n'a pas d'affect, il se laisse mourir. Ouais. Donc c'est quand même quelque chose de vital pour l'individu. Et ceux qui sont coupés de leur cœur, trop blessés pour moi, donc qui ont coupé leur dimension affect, eux, ils ont besoin de l'énergie des autres, parce qu'autrement, ils ne peuvent pas survivre dans ce monde. Et donc, ils vont repérer ceux qui donnent. Et on est dans le système abuseur-abusé. Oui, est-ce que c'est aussi la partie de ton livre où tu parles manipulateur, Ouais, là je suis sur ça en fait. Okay. Parce qu'il faut que les gens, pour moi, tous les gens qui ont le cœur ouvert et qui sont dans cette quête de relation soient conscients de ceux qui ne le sont pas. Pour pouvoir s'entourer et grandir la relation énergétique avec ceux qui sont comme eux, dans la même intention. Et ceux qui ne le sont pas, on les met de côté parce qu'on ne peut pas les confronter en direct, mais on les met de côté dans nos relations. C'est vraiment le fait de pouvoir s'orienter pour être plus fort, en fait, et pas tomber dans les systèmes abuseurs-abusés. Je ne sais pas si je suis claire. Complètement, mais je vais, en tout cas, voilà, si je vous refais la couverture, c'est Vers un amour véritable aux éditions d'Angle du groupe Pictos. Voilà, vous pouvez sur, on mettra le lien aussi pour que vous puissiez le commander directement. Et justement, tu vois, j'avais noté une phrase là, par rapport au le jeu de manipulation là, dans la page 187. Tu marques: j'ai longtemps été gentil et naïve, je refusais de voir la réalité telle qu'elle était parce qu'elle m'était inconfortable, je supportais pas cette faiblesse.
C'est ça aussi, avec part être dans le cœur, c'est ouvrir ses faiblesses, en fait, ouvrir la naïveté. C'est pour ça que, effectivement, ça demande d'aller. C'est un chemin aussi de vulnérabilité, d'humilité et d'intégration de ses blessures. Et pardon, comme Jung peut l'exprimer. Parce qu'autrement, effectivement, on peut pas être. Le cœur, en fait, par principe, il est fort quand il est ouvert, et quand il est ouvert, il est vulnérable. Donc, voilà, il tient en fait en lui le paradoxe de la force de la faiblesse. C'est vraiment même au niveau chakra, c'est la dimension qui est dans l'alchimie des opposés. Donc, effectivement, ouvrir le cœur, c'est connaître ses zones d'ombre et intégrer sa vulnérabilité et être à la fois dans le noir et le blanc, quoi. Enfin, c'est être dans cette voie-là un peu Jida-West. Mais c'est vrai que quelque part aujourd'hui, c'est un peu l'édito que j'ai fait tout à l'heure. Pourquoi nos cœurs sont refermés? Parce que j'ai l'impression qu'on a été éduqué dans un monde où on ne parle pas il faut pas montrer ses émotions. Quand tu les montres, moi je les montre depuis très longtemps, j'étais considéré comme faible. Et au final, quand le temps passe, je dis finalement c'était pas moi le faible. Je me dis parce que quand on montre nos émotions, qu'on arrive à les gérer, finalement on en est plus fort que ceux qui les cachent. Mais, ouais. Je pense. Ouais. Mais je te pose la question. Ouais. T'as pas l'air d'accord. Fort faible, quelqu'un qui montre et qui gère pas, il a une fragilité. Oui. Mais fort faible, c'est peut-être le mot fort faible. Oui, c'est que, oui. Mais en fait, ce qu'il y a, moi en tout cas, ce que j'observe et qui me rend triste d'ailleurs, c'est que je trouve qu'on est dans un monde qui maltraite la dimension affective. Notre monde tel qu'il est, au départ on la met de côté, c'est vraiment la poursuite de Descartes, je pense, dont je suis. Tout le reste, c'est de la poésie, quoi, en fait. Alors que ce qui rend heureux l'être humain, c'est la poésie. Enfin, pour moi, en tout cas, c'est la poésie. La pensée, c'est un moyen qui doit arriver après l'énergie de l'humain, du cœur, justement. Et on nous formate et on nous forme à mettre tout ce qui est dimension affect. Et d'ailleurs, l'affect est vraiment dans le discours même philosophique, c'est quelque part mal vu, alors que pour moi, c'est la beauté de l'être humain. Donc c'est vraiment aussi regarder les choses autrement. Et on est dans un système où on maltraite la dimension affective des individus, des tout petits. Parce qu'on pourrait avoir des règles dans un monde idéal de bisounours, hein, comme j'aime déjà rentrer dans le monde du bisounours, mais on pourrait imaginer en fait une forme d'éducation. Alors c'est tout ce que l'éducation bienveillante tend vers ça, hein, mais où on serait en considération de l'émotion, de toute cette partie de l'individu. On ne serait pas du tout dans ce monde-là, si c'était ça. Mais ce que je pense, et d'ailleurs c'est pour ça que je me dis qu'on peut, ne serait-ce qu'avec ces émissions, ou comme tu disais, que tu as rencontré Frédéric Lemont, enfin un conférencier que tu as écouté, il y a plein de choses qui se font pour qu'on puisse changer le monde. Je pense, et aujourd'hui, en fait, c'est plus de l'idéalisme, en fait. On n'est plus dans l'utopie, on se dit, non mais là, il n'y a pas le choix. Parce que si on revient pas sur ce côté cœur, qui était connoté presque Disney, c'est-à-dire que dès qu'on parlait d'amour, en fait, c'est tout à la télé, alors que bisounours, comme tu dis. Donc, c'est pour ça que ton livre, je le trouve puissant et en même temps simple à comprendre. S'ils avaient vraiment envie de comprendre comment mieux vous aimer, est-ce que c'est ça, enfin, comment mieux gérer cet amour? Prendre conscience de notre réalité affective, c'est-à-dire, c'est pas déjà la prise de conscience, elle permet déjà de voir qu'est-ce que j'ai envie de faire. Est-ce que j'ai envie parce que ça va, la prise de conscience de ma réalité affective, c'est ce que je crée dans mes relations. Donc, plutôt que de dire que mes relations sont pourries ou des choses comme ça, qu'est-ce que je peux faire? Tu reviens au centre. Voilà, qu'est-ce que je peux faire en moi pour améliorer mon état d'être relationnel? Et donc, ça donne un panel des différentes blessures. Et donc, les gens peuvent dire, effectivement, moi, j'ai cette blessure-là, c'est pour ça que je vis ça. Et donc, un axe pour pouvoir aller nettoyer, réparer. Après, il y a différents moyens de réparer. Mais ça donne une vision un petit peu de où on en est avec notre dimension affective. Donc il y a plein de conseils, il y a plein de visions. Tu remets des choses aussi des fois. Je sais pas si c'est à la place, mais en tout cas, quand tu parles de Freud, à plaquer sur l'humanité une vision faussée du complexe d'Oedipe, c'est aussi intéressant. C'est-à-dire que tu apportes aussi une autre vision par rapport à Freud. Oui, mais quelque part, Freud, c'était l'opposé de Jung. Puisque je pense, il me semble que c'est pour ça que... Jung essaie d'abord, ça a fait une formation chez Freud, et puis après, ils n'étaient pas d'accord sur certaines visions des choses. Mais t'as marqué ça, ouais, Freud a plaqué sur l'humanité. Ouais, mais j'étais peut-être plus... Mais ça fait du bien, des fois, voilà. C'était le cœur, c'était centré. Mais en même temps, il faut remettre dans le contexte. À l'époque où il a écrit, Freud, il a découvert des choses géniales. La dimension oedipienne, il l'a soulevée, mais alors il n'a absolument pas résolu
Et d'ailleurs, dans sa vie, il a reconnu qu'il l'avait pas fait. Hein, donc, on peut pas tout découvrir aussi. Voilà, on lui met un gros paquet sur le dos. Il a juste ouvert une discipline. Il a fait avec beaucoup d'intelligence. Et puis, il y a d'autres qui allaient compter, comme Jung, etc. Puis d'autres encore. Et c'est vrai que la problématique, en tout cas, enfin, Freud, lui, il décrit l'humanité selon le principe de névrose. C'est-à-dire qu'en gros, on est conditionné à être c'est l'énergie de peur qui prime dans le processus de choix, pour être très court. Et moi, en fait, c'est là où je suis pas d'accord, c'est qu'il n'y a pas que l'énergie de peur, il peut y avoir l'énergie d'amour. Oui. Et donc ça dépend de comment on regarde la chose. Après, il a raison, il y a aussi l'énergie de peur, parce que la peur, c'est un manque d'amour. Donc les deux sont en nous, mais il n'y a pas que ça, voilà. C'est relié, ouais. Et pour terminer, en fait, aussi, dans une partie de ton bouquin, tu parles aussi du couple, quelque part aussi, l'amour véritable, parce que c'est quand même un sujet important, je pense, de comment, dans la relation à l'autre, oui, il y a le couple, la relation à l'autre, mais, parce que le couple peut être aussi dans la société, en tant qu'associé ou quoi, mais bon, on va dire le couple en tant qu'amoureux. Oui. T'as écrit aussi un conte qui s'appelle L'amour véritable. C'est un conte qui explique, enfin, autant dans le livre que dans le conte, tu nous remets dans le fait que un couple fonctionnait aussi quand chacun arrive à s'aimer soi-même. Oui. Parce que moi, j'ai compris ça, en fait, parce que tu as compris ça? Ouais, ben, si déjà toi, tu t'aimes pas, c'est difficile de nourrir le couple. Enfin, c'est comme ça que je l'ai compris, ressenti. Oui, encore une fois, moi, il y a différentes formes de couple. Il y a le couple, j'allais prendre un peu exemple, le site de rencontre qui dit, moi, je cherche ça comme partenaire. Oui. Donc là, en fait, ça va être un couple de compromis, quelqu'un qui cherche quelqu'un qui va correspondre à ses attentes et à ses frustrations. Mm-hmm. Ça, c'est une forme de couple. Là, c'est plutôt... moi, je crois plus en l'idée du couple qui permet d'offrir à l'autre un miroir évolutif. C'est-à-dire qu'à travers la relation couple, qui est pour moi la relation qui peut atteindre le plus grand niveau d'intimité, puisque intervient justement la sexualité, qui est très important aussi dans l'évolution. Mais à travers cette relation, on peut aussi évoluer avec l'autre. Et donc l'autre est un miroir plus ou moins positif, plus ou moins douloureux de la conscience de soi. Je ne sais pas si c'est clair ça. Mmh. Voilà. Donc oui, effectivement, l'autre, le voir comme quelque chose qui va nous renvoyer à nous-mêmes. Et quand ça bug, effectivement, peut-être que c'est une part de nous-mêmes on ne s'aime pas assez. Enfin voilà, nous-mêmes qui n'est pas complet. Mais là, on parle vraiment des couples déjà qui veulent évoluer l'un avec l'autre et pas des couples qui veulent juste trouver un terrain confortable ensemble, en fait. Je ne sais pas aussi si c'est clair. Ça va. Non, mais oui, en tout cas, tu en parles aussi dans ton livre. Donc, la relation au couple, c'est la relation qui va être la plus intime. Ouais. Il y a la relation aux enfants aussi. Qui joue beaucoup de choses. J'en parle beaucoup, le rapport papa, maman, enfant, j'en parle beaucoup dans mon livre en tout cas. Et effectivement, le couple, après, c'est aussi dans l'affect, c'est quelque chose, c'est un miroir essentiel. Ouais. Mais oui, donc il y a le couple et après l'enfant, là aussi, c'est vrai que tu abordes plein de sujets par rapport à savoir comment on peut se lier avec, comment on crée une relation véritable, en fait, aussi. Oui, avec l'enfant, en fait, mais juste en prenant juste en regardant la dimension, en expliquant, parce que j'ai ma propre définition de l'affect. L'affect en psychologie, il y en a plusieurs définitions. Aujourd'hui, personne n'est d'accord pour dire l'affect, c'est ça. Il y en a qui disent que c'est un sentiment, d'autres disent que c'est une émotion. Pour l'instant, c'est un terrain flou. Donc, je propose ma vision aussi de l'affect, pour moi, qui est notre manière d'être en relation énergétique avec l'autre. Quelqu'un qui n'a pas d'affect est coupé énergétiquement de l'autre. Et ça, c'est pour ça que c'est intéressant d'apprendre à ressentir la réalité énergétique des choses, parce que comme ça, on peut comprendre. Le pervers narcissique, il faut en parler tout à l'heure, c'est quelqu'un typiquement qui a fermé le cœur et qui est coupé de la relation énergétique, en fait. C'est pour ça que c'est des vampires énergétiques. Et c'est pour ça qu'ils ont besoin d'avoir l'ascendant pour se nourrir, ils ont besoin de proie pour se nourrir. Mais donc, voilà, c'est l'opposé. C'est celui qui n'a plus d'affect. Donc, l'affect, pour moi, c'est vraiment dans la compréhension de ce lien énergétique avec l'autre. Et c'est expliquer qu'est-ce qui se passe dans cette dimension énergétique en essayant d'être la plus logique, pragmatique possible, en fait. Ça, c'est vraiment le côté très mat, un peu. Voilà. Oui. C'est ça. Je ne sais pas si tu l'as vu dans le livre en disant. Il y a les deux. C'est un truc très structuré. Et voilà, il y a les deux, en fait. On sent
cette énergie de cœur et on sent la structure. Pour ça, je trouve que c'est très, on arrive à repérer le côté universitaire parce que les choses c'est carré et en même temps on sent le cœur du bien, du contenu, quoi. Voilà. Et donc du coup, ça s'adresse à. Ben, oui, j'ai essayé de faire cet équilibre entre la tête et le cœur, quoi. En fait, parler. Et sur l'enfant intérieur, du coup, c'est là où tu dis toi aussi, tu règles, enfin, t'apportes aussi, pour terminer, en fait, t'apportes, toi, une compréhension d'un amour de soi ou à travers l'enfant intérieur, quoi. L'enfant intérieur, c'est la symbolique de notre réalité affective. Parce que c'est bien de voir ça comme ça. L'affect, c'est pas intellectuel. C'est comme un enfant. Un enfant, avant 7 ans, le préfrontal n'est pas formé. Il fonctionne avec son corps et ses émotions. Il apprend comme ça. Il apprend beaucoup de choses avant 7 ans. Et d'ailleurs, il apprend tous ses schémas affectifs. Ça, tout le monde est d'accord avec ça. Et donc, l'enfant intérieur, c'est la symbolique, c'est l'énergie symbolique de l'affect en soi. Et donc, quand je fais des soins thérapeutiques, il y a ce jeu entre l'enfant en soi et l'adulte en soi, la dimension rationnelle. Des fois, c'est l'enfant qui a besoin de l'adulte. Des fois, c'est l'adulte qui a besoin de l'enfant. Des fois, l'enfant, il est complètement étouffé et pas du tout écouté. Et en fait, le but, c'est de trouver cet équilibre entre l'enfant et l'adulte en soi pour pouvoir être à la fois dans le cœur et à la fois dans la tête. Tu vois ? Ouais, c'est là où on trouve... Ouais, et donc c'est vraiment symbolique, l'enfant intérieur. Et c'est vrai que je me suis mise à écrire quand j'ai eu une ouverture, quand j'ai découvert l'enfant intérieur. Pour moi, ça a été mon déclic. On a tous des déclics dans notre mission de vie, on va dire. Et quand moi j'avais fait beaucoup de psychologie, beaucoup de thérapie. J'avais une vraie douleur en moi que j'avais bien identifiée, mais j'avais pas les clés pour m'en sortir. Et j'avais de la bonne volonté. Et un jour, je découvre l'enfant intérieur. C'est là, en fait. C'est là qu'il faut que j'aille travailler. C'est là que je suis bloquée. Et ça a été des choses très, très pragmatiques aussi qui se sont passées en moi. Et je me suis rendu compte que j'arrivais automatiquement à me connecter aux enfants intérieurs des autres. Ouais. Et donc, du coup, à voir la réalité. Alors, sous la symbolique, que ce soit vrai ou pas, qu'importe, mais l'enfant intérieur, je le visualise, la scène, je la visualise, où il a besoin d'aller, je le sais quelque part. Enfin, c'est quand même très pragmatique, mon accompagnement. Et le but, c'était de s'équilibrer, de permettre à la personne d'équilibrer la partie adulte et enfant en elle. Et moi, j'accompagne, je supervise. Mais c'est la personne, l'adulte, la version adulte de la personne ou la version enfant, toujours travailler dans cet équilibre au moment du soin, par exemple. Ah, oui. Donc ouais, c'est ça vraiment le moyen pour moi. En tout cas, ouais, c'est bien complet tout ça. Merci Aurélie, mais c'est entre l'enfant intérieur. En tout cas, voilà, si vous avez des explications sur l'enfant intérieur, vous avez des explications sur le côté freudien ou autre, les manipulateurs. Enfin, il y a. Ouais, dépendant. Enfin, la dépendance, comprendre l'affect avec les dépendance affective, la manipulation affective, les blessures affectives, c'est les gros thèmes du livre. Ouais. Voilà, et donc si vous voulez en savoir plus, vers un amour véritable, donc aux éditions d'Angle du groupe Bitos, vous avez le lien en dessous. Si vous voulez aussi avoir des coordonnées ou prendre un rendez-vous, c'est Aurélie, c'est aureliedorel.fr, il me semble. Ouais, oui, ça. Il me semble. aureliedorel.fr. On mettra les coordonnées en dessous. Et merci Aurélie d'avoir répondu. On va te revoir bientôt dans d'autres émissions. Ouais, merci Laurent. Est-ce que tu voulais rajouter un dernier truc ou Non, mais merci pour l'invitation. Ouais. Eh bien, merci à toi. On te retrouve dans d'autres émissions pour aller parler de tout ça avec plus de précision encore sur certains sujets. Merci encore à vous de nous avoir suivis. On continue l'émission avec Chris Voyante à Toulouse et au War Lescar et séance en direct. Et sinon, on vous dit à bientôt sur nos prochaines émissions sur YouTube. N'hésitez pas à liker, commenter, nous suivre. Merci encore d'être là. Et on vous dit à bientôt et viva la vida!